Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers autres potentiels. Merci d'être encore une fois présents au rendez-vous. Avant d'aller sur ce qui nous occupe aujourd'hui, et je vous ai préparé une superbe surprise. Je voulais vous rappeler, en tout cas rappeler à toutes celles et tous ceux qui accompagnent les autres potentiels et qui sont intéressés à mieux les comprendre, à mieux les accompagner. Rappelez que j'organise les 23, 24 et 25 janvier 2026, donc c'est dans quelques semaines, à Louvain-la-Neuve, une formation que vous pouvez suivre soit en présentiel, soit par vidéoconférence. Donc les 23, 24 et 25 janvier 2026, comment accompagner un autre potentiel, mieux les comprendre, mieux se comprendre aussi. Et tout est disponible sur mon site, sur le site de la Coaching et Découverte Academy, www.coachingetdécouverte.net. Alors, avant que l'épisode commence, j'aimerais vous dire quelques mots pour vous préparer à ce qu'elle pourrait réveiller en vous. L'épisode que je vous propose aujourd'hui, je l'ai sorti de mes tripes. Je l'ai sorti à beaucoup de moi-même, quelque part, et en même temps, loin de ma réalité. Mais beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager. Et vu que j'ai reçu pas mal de commentaires positifs, pas mal d'encouragements à continuer à proposer de temps en temps une histoire, eh bien c'est un conte de Noël quelque part que je vais vous proposer aujourd'hui. En tout cas, l'histoire se passera à Noël. Et dans ce premier épisode, puisqu'il y en aura deux, ça sera une histoire en deux parties. Donc dans cette première partie, je vous propose de plonger dans ces années sensibles où l'on se construit alors qu'on se sent peut-être déjà un peu différent. Ces années où l'on perçoit le monde plus fort, plus vite, plus profondément, et où cela devient parfois lourd à porter dans une famille, une école ou un environnement qui, lui, va droit, va vite, va simple. Cet épisode va parler de ce que ça fait d'être un enfant ou un ado qui déborde, de se sentir trop, de sentir trop, de rêver trop, d'aimer trop intensément, d'essayer malgré tout d'être raisonnable pour ne pas faire de vagues. On va y traverser aussi les premiers froissements intérieurs, ces moments où un adulte, une remarque ou une maladresse peuvent entailler la confiance d'un enfant qui ne comprend pas encore qu'il n'a rien de cassé. Cet épisode touche à des émotions que beaucoup portent encore, même une fois adultes. La solitude, le sentiment d'être à côté, l'impression que personne ne voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur. On va y frôler aussi délicatement ces pensées floues que certains ont connues très jeunes, celles qui murmurent que la vie est trop lourde, que ce serait peut-être plus simple de disparaître, qu'on prend trop de place ou pas assez. Ce premier épisode, cette première partie, parle aussi heureusement de refuge, de ces bulles où l'on se sent enfin respirer, un grenier, un geste, une passion, un espace où l'on peut enfin exister sans se justifier. Si vous avez déjà été cet enfant-là, ou si vous en côtoyez un aujourd'hui, cette histoire risque de venir toucher quelque chose de très vivant et peut-être de très tendre en vous. Alors, installez-vous, on ouvre doucement la porte sur ce premier chapitre. La première partie peut commencer. Il est 17h et la ville sent le chocolat chaud qui pique les joues. Dehors, les gens se pressent entre les stands du marché de Noël, leurs sacs qui cognent contre leurs jambes, leurs écharpes remontées jusqu'aux yeux. On dirait qu'ils ont tous un endroit où aller, quelqu'un à rejoindre. Moi, j'ai ce théâtre. J'ouvre la porte d'entrée avec la vieille clé que la régisseuse m'a laissée. Elle coince un peu, comme si elle hésitait à me laisser entrer, puis le loquet cède dans un clac sec qui résonne dans le hall. Je referme derrière moi. Il n'y a plus que le silence et le bruit de mes pas qui glissent sur le carrelage. Joyeux Noël, je prononce ces deux mots sans trop savoir à qui je parle. Quelques ampoules clignotent au ralenti, comme des étoiles fatiguées,
Le jour tombe tôt en décembre, et les vitres renvoient déjà mon propre reflet. Manteau sombre, sac de sport, trait tiré que je reconnais à peine. Je traverse le hall, pousse la porte de la salle, le vide m'accueille. Les sièges rouges s'alignent jusqu'au fond comme une armée immobile. Sur scène, un projecteur allumé découpe un cercle pâle au centre du plateau. Un îlot de lumière dans une mer d'ombre. Le genre d'endroit où on vient se perdre ou se trouver. Je pose mon sac au bord de la scène et j'y grimpe, un pied après l'autre. Le bois grince sous mon poids. Je suis revenu. Je laisse mes yeux parcourir la salle. Combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois? 14, 15, je ne sais plus. À l'époque, mes pieds tremblaient déjà sur ces planches, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Je m'avance au centre du cercle de lumière. Il fait un peu plus chaud ici. Comme si la scène avait gardé la mémoire des corps qui l'ont traversée, des histoires qu'on y a déposées. J'inspire profondément. L'air sec me brûle la gorge. « Bonsoir, toi », dis-je doucement. Je n'ose pas dire « vous ». Le « vous » mettrait une distance polie entre nous, alors qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Toi et moi, on se connaît trop bien. Toi, c'est ce théâtre. Toi, c'est cette ville. Toi, ce sont tous ceux qui s'y cachent derrière des costumes de normalité. Parents, profs, voisins, visages croisés dans les allées du supermarché. Ceux qui disent « c'est pour ton bien », en serrant un peu trop fort. Dans ma tête, je t'ai toujours appelé Monsieur, Madame raisonnable. C'est plus simple. Ça évite de choisir une seule personne à accuser. Je m'assieds au bord de la scène, jambes dans le vide. Je balance doucement les pieds dans le noir. À cette heure-ci, dehors, les familles commencent sans doute à se rassembler. On dresse les tables, on réchauffe les plats qui mijotent depuis le matin, on cherche la bonne playlist de Noël, et peut-être que quelque part, on ajoute une assiette en bout de table, au cas où un invité qu'on n'attend plus passerait quand même. Moi, c'est Noé, le fils prodigue, l'enfant parti suivre son rêve, comme on le raconte dans les dîners de famille pour meubler les silences. On pourrait croire que revenir ici, c'est un cadeau de plus sous le sapin. En réalité, ça ressemble davantage à une opération à cœur ouvert, sans anesthésie. Ce soir, je vais danser, je vais chanter, je vais réciter. On a vendu ça comme le grand retour au pays, la performance exceptionnelle du prodige du coin, le spectacle de Noël qui fera vibrer petits et grands. On a mis mon visage sur les affiches, retouché mon sourire, ajouté des étoiles autour de mon nom. On n'a pas écrit la seule chose qui soit vraie en fin de compte. Ce soir, il va essayer de recoller les morceaux. Je pince le bord de la scène entre mes doigts. Le bois a la même rugosité qu'avant, les mêmes écharpes possibles. Quand j'étais enfant, je m'enfonçais souvent un morceau dans la paume. On me disait que c'était parce que je bougeais trop. On ne voyait pas que c'était surtout parce que j'essayais de rester accroché à l'endroit où je me sentais le moins étranger. Je ferme les yeux. Il y a des jours où je donnerais tout pour être un type simple, avec un cerveau simple, des envies simples, un boulot stable, un pavillon, un chien, un chemin balisé. Sauf que moi, j'ai toujours eu trop d'idées, trop de questions, trop de mouvements sous la peau. On m'a dit trop sensible, trop intense, dans la lune. On ne savait pas encore mettre un mot sur ce trop-là. Alors, on a essayé de le faire rentrer dans des cases. Je rouvre les yeux, regarde les sièges désertés. Tu veux que je te dise un secret? Je chuchote. Je n'ai jamais aimé Noël.
Dans les interviews, je mens. Je parle de magie, de lumière, de partage. Ça fait de jolies phrases. En réalité, Noël m'a toujours donné l'impression d'être de trop, comme quelqu'un qui s'incruste dans une fête où personne ne l'attend. Peut-être parce que c'est ici, un soir de Noël, que tout s'est fissuré. Peut-être parce que c'est sur cette scène, un soir comme celui-ci, que j'ai compris que mon monde et le tien ne parlaient pas la même langue. Je me redresse, me lève. Je marche jusqu'au fond de la scène, là où un vieux rideau rouge attend, un peu délavé. Accroché au mur, quelques photos encadrées alignent des visages figés dans des sourires d'anciens spectacles. Des costumes trop grands, beaucoup de paillettes, des regards qui cherchent l'objectif. Mon regard se bloque sur l'une d'elles. Troisième rang, deuxième en partant de la gauche, un enfant maigre, cheveux en bataille, yeux trop grands pour son visage, un faux micro en plastique dans la main. Le t-shirt est rentré de travers dans le pantalon, les lacets sont défaits. Je m'approche. Je sais exactement qui c'est. C'est moi. Et je l'avais oublié, cette photo. Je me revois, ce soir-là. L'odeur des mandarines dans les coulisses, les mains moites, le cœur trop vite, la sensation que pour une fois, on m'avait donné la permission d'être celui que j'étais vraiment. Je passe la paume de mes doigts sur le verre froid. Tu te souviens ? Je murmure à ce gamin figé. Toi aussi, tu croyais que ce soir-là, tout pouvait commencer. Je reste un long moment ainsi à fixer cet enfant qui n'a pas encore appris à se méfier. Il a encore cette confiance absurde dans les adultes, dans le monde, dans la scène. Il n'a pas encore compris qu'on peut vous applaudir à 19h et vous briser à 19h02. Je recule. Retourne au centre du plateau. Bon. Je parle à voix haute comme si la salle était pleine. On va faire un marché, toi et moi. Je vais tout te raconter. Toi, tu garderas le silence, tu écouteras jusqu'au bout, même quand ça grince. Je m'adresse autant à la salle qu'à cet autre moi dans le cadre. Et un peu à toi, qui m'écoute. Je sens la fatigue rouler sous mes côtes. Une usure qui n'a rien à voir avec les tournées ni les répétitions. C'est une fatigue de vie qui va trop vite, de cerveau qui n'arrête jamais, de cœur qui a trop souvent donné sans recevoir en retour. On dit de moi que je vis de mon rêve. C'est vrai. Je danse, j'écris, je compose, je chante. J'ai des salles pleines, des messages, des applaudissements. Et pourtant, certains soirs, ça sonne creux comme ce théâtre en ce moment. C'est pour ça que je suis là. Revenir là où ça a commencé. Le soir où tout le monde fête quelque chose. Pour voir si moi aussi, je peux encore fêter quelque chose. Je laisse le silence s'installer quelques secondes. On n'entend plus que le bourdonnement lointain du chauffage, et au dehors, une cloche d'église qui sonne l'heure. Ce soir, je vais danser. Mais avant, il faut que je t'explique pourquoi j'ai failli ne jamais revenir. Je recule d'un pas. Dans ma tête, les images se remettent à l'endroit, comme si quelqu'un faisait défiler un film à l'envers. Le théâtre se trouble, le présent se décolore. Je reviens en arrière, à un autre Noël, à une autre lumière, à un autre moi. L'enfant de la photo descend de son cadre et prend toute la place. Et l'histoire commence vraiment. J'ai 11 ans. C'est aussi Noël, mais pas le même. Celui-là ne sent pas le chocolat chaud du marché. Il sent la soupe aux poireaux et le produit vaisselle. La lumière vient du plafonnier de la cuisine, un néon qui clignote parfois, jamais au bon moment. Je suis assis à table, les pieds qui bandent dans le vide.
Devant moi, une assiette avec des carottes qui refroidissent. Autour de moi, des adultes qui parlent d'horaires, de factures, du prix du mazout. Je m'ennuie à mourir. Dans ma tête, je ne suis pas là. Dans ma tête, je danse déjà dans le salon, au milieu du tapis, sur une chanson que j'ai entendue à la radio ce matin. Je vois les gestes, précisément. Je sens mon corps qui veut bouger. Mais je reste immobile sur ma chaise. Parce qu'on m'a déjà répété que pendant le repas, on reste assis. Noé, tu m'écoutes ? Je sursaute. La voix de mon père me ramène à la cuisine. Oui ? Je n'ai entendu que la fin de sa phrase. Il me regarde avec ce mélange d'inquiétude et d'agacement qu'il sort souvent pour moi. Je te disais, à la rentrée, tu vas passer en secondaire. Il va falloir commencer à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Tu vas bien devoir choisir, hein ? Je baisse les yeux sur mes carottes. Choisir. Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Plus tard. Dans ma tête, c'est flou. Je me vois écrire des histoires, dessiner des planètes, danser dans des salles immenses, inventer des machines qui font de la musique, voyager, apprendre des langues bizarres, parler à des gens très différents dans des endroits que je ne connais pas encore. Et je ne vois pas comment tout cela pourrait tenir dans un seul métier. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je coupe des morceaux de moi pour rentrer dans un intitulé de poste. Je réponds, je ne sais pas. Ben, tu pourrais être médecin, comme le fils des Dupont, propose ma mère, ou ingénieur. Tu es très intelligent, tu pourrais faire quelque chose de solide. Elle dit solide, comme on parle d'un mur porteur. Un truc qui ne bouge pas, qui ne s'écroule pas, qui rassure. Et moi, je ne me sens solide que quand je bouge. Je relève la tête courageusement. Je crois que j'aimerais bien danser. Le silence tombe sur la table. Ma mère repose sa fourchette. Mon père fait ce petit bruit avec sa langue entre ses dents qu'il réserve aux réponses problématiques. Danser ? Il rit. Mais ce n'est pas un rire joyeux. Enfin, Noé, danser c'est un hobby. Ce n'est pas un métier. Je me recroqueville un peu sur ma chaise. Et puis, tu ne vas pas vivre de ça, objecte ma mère. Tu sais combien il y en a, des jeunes qui veulent faire des trucs artistiques et qui finissent sans rien ? Je ne connais pas le chiffre, mais je suppose qu'il est énorme à les entendre. Il faut être réaliste, ajoute mon père. Tu comprends ? Réaliste. Il découpe le mot en syllabes, comme si c'était une ordonnance. À cet instant précis, la cuisine me paraît minuscule. Je sens mon cœur taper trop vite. J'ai l'impression qu'il n'y a plus assez d'air, comme si quelqu'un avait soudain rétréci le plafond. Je regarde l'horloge au mur. Les aiguilles tournent imperturbables. Il y a sans doute un autre enfant, quelque part, qui entend en ce moment même qu'il doit aussi être raisonnable. Dans ma tête, je les range tous dans la même boîte. Monsieur, madame, raisonnable. Ceux qui ont décidé qu'il y avait une seule manière correcte de grandir. Je ne leur en veux pas vraiment. Ils ont l'air tellement persuadés de faire ce qu'il faut. Je peux sortir de table ? Je demande. Tu n'as pas fini, répond ma mère. J'ai plus faim. Ils échangent un regard. Mon père soupire. Va, mais tu reviens quand les invités arrivent. Je me lève, emportant avec moi cette boule coincée quelque part entre mon thorax et ma gorge. Dans le couloir, j'attrape au passage le Walkman que j'ai reçu pour la Saint-Nicolas. Je mets le casque sur mes oreilles, j'appuie sur play. La musique démarre, un vieux mélange de chansons piochées dans les cassettes de mes parents. Je ferme la porte de ma chambre derrière moi. Ici, l'air circule mieux. Les murs sont couverts de dessins. Des villes imaginaires, des personnages étranges, des silhouettes en mouvement.
Sur le bureau, des carnets ouverts sur des débuts d'histoire, des notes griffonnées, des idées de chansons que je n'ai jamais montrées à personne. Je me mets au milieu de la pièce. Je ferme les yeux. Je laisse la musique me traverser. Au début, c'est un balancement discret des épaules, comme un secret qu'on se confie à soi-même. Puis, les bras suivent, les jambes s'invitent, et tout mon corps finit par parler, cette langue que je comprends sans l'avoir apprise. Là, maintenant, je respire. Je ne suis plus trop ceci, pas assez cela. Je ne suis pas un bulletin scolaire, ni un projet de carrière. Là, je suis juste moi. Je me vois sur une scène, plus tard. Une vraie, avec des lumières, un public, des gens qui sont venus exprès pour voir ça. Je ne sais pas encore ce que je ferai exactement, ni dans quelle ville, ni comment j'y arriverai. Mais je sens une chose avec une clarté absolue. Tant que je pourrai danser, écrire, inventer, ça ira encore un peu. On frappe à la porte. Je coupe la musique d'un geste abrupt. Oui. La porte s'ouvre à moitié. C'est ma grand-mère, celle du rez-de-chaussée. Elle passe la tête, ses yeux rieurs derrière ses lunettes. Alors, petit homme, tu fabriques des ouragans ici ? Je souris malgré moi. Je dansais un peu. Un peu ? Tes voisins du dessous pourraient témoigner. Elle rit. Et c'est un rire avec elle qui ne juge pas. Elle entre, s'assied sur le bord du lit, regarde autour d'elle. Tu en as des choses dans la tête, toi, dit-elle doucement. Et elle ne le dit pas comme un reproche. Elle le dit comme on admire une bibliothèque immense. Papy voulait mettre un bureau dans le grenier, continue-t-elle. Moi j'ai dit non. Je trouve que le grenier c'est mieux pour les étoiles. Alors, je garde le grenier pour toi si tu veux. Tu pourras y faire ton bazar d'artiste. Je reste planté au milieu de la chambre, surpris. Tu trouves que c'est bien tout ça ? Lui dis-je, en montrant vaguement les dessins, les carnets. Oh Noé, mais je trouve que c'est toi. Et ça, c'est déjà beaucoup. Elle marque une pause. Tu sais, dans ma génération, on disait aussi qu'il fallait un vrai métier. On le dit encore, d'ailleurs. Mais moi, j'ai passé ma vie à me demander ce que j'aurais fait si j'avais osé écouter ce qui me faisait vibrer. Elle tapote du doigt la poitrine, au niveau du sternum. Ici, là. Je la regarde fascinée. Une adulte qui parle comme si on pouvait vivre autrement. Une adulte qui ne porte pas le costume de monsieur, madame raisonnable. Tu veux être quoi, toi ? Me demande-t-elle. La question est la même qu'à la cuisine, mais elle n'a pas le même poids, elle n'a pas le même écho. Je hausse les épaules. Bah, beaucoup de choses. Eh bien, ça tombe bien, répond-elle. Le monde manque de gens qui veulent être beaucoup de choses. Elle se penche vers moi. Promets-moi juste une chose, Noé. Ne laisse jamais, tu entends bien, jamais quelqu'un t'expliquer que tu es trop. C'est souvent ce qu'on dit aux enfants qui débordent de vie parce qu'on ne sait pas quoi faire d'eux. Je sens quelque chose se détendre en moi. Je hoche la tête, incapable de mettre en mots ce que je ressens. Quand elle descend rejoindre les autres, je reste un instant immobile dans le couloir. Je lève les yeux vers le plafond. Au-dessus de ma tête, quelque part, entre la poussière et les tuiles, il y a ce fameux grenier pour les étoiles. Je monte l'escalier étroit qui y mène. L'odeur de poussière, de bois et de vieux cartons me saute au visage. Je pousse une malle, j'ouvre une fenêtre coincée. La lumière froide de décembre entre en biais.
C'est là que j'installe mon premier studio. Une vieille radio, une couverture au sol, un miroir piqué sur le mur. Je passe des minutes entières à danser devant mon reflet, à inventer des gestes, à imiter des clips que je n'ai vus qu'une seule fois, à faire de la place à toutes ces idées qui ne tiennent pas dans un cahier de devoirs. En bas, on dit que je suis dans ma bulle. On le dit souvent comme si c'était un problème. Moi, je me dis que si je n'avais pas cette bulle, j'aurais déjà explosé. À l'école, les choses se compliquent. On commence à me coller des étiquettes qui grattent. Tu es capable de beaucoup, mais tu fais tout à ta manière, Noé. Tu vas trop vite sur ce qui t'intéresse et tu traînes sur le reste. Tu devrais faire un effort pour être plus comme les autres. Je ne vois pas très bien qui sont les autres, mais j'ai bien compris que ce n'est pas moi. Je lis des livres qui ne sont pas de mon âge. Je pose des questions qui fatiguent les profs. Je m'ennuie dès que la consigne est trop simple. Je peux passer une soirée entière à écrire un texte pour un spectacle, mais oublier de remplir un exercice de maths dans les cases prévues. Un jour, la maîtresse s'énerve. « Noé, tu es brillant, mais tu n'es pas gérable. On ne peut pas te suivre. Il va falloir te fixer à un moment. » Se fixer. J'ai l'impression d'être une image floue qu'on essaye de stabiliser à coups de remontrance. C'est à peu près à ce moment-là que ma danse est sortie du grenier et a commencé à déranger pour de bon. La première fois, ça arrive dans la cour. On est en pause de midi. Les autres jouent au foot ou traînent par groupes sous l'auvent. Moi, je me cale discret contre un mur, un peu à l'écart. J'ai réussi à faire passer mes écouteurs sous mon pull, le fil remonte jusqu'à ma poche, j'appuie sur play. Au début, je fais juste bouger ma tête, très légèrement. Puis mes épaules suivent le rythme. La musique fait vibrer quelque chose en moi, plus fort que la peur du regard des autres. Alors, je laisse mes pieds s'en mêler. Je commence à marquer le beat sur les pavés, à glisser, tourner, enchaîner 2-3 pas que j'ai inventés au grenier. Pendant quelques secondes, j'oublie complètement où je suis. La cour disparaît, remplacée par une scène invisible que moi seul vois. C'est une voix qui me ramène. « Hé, regardez Noé !» Je me fiche. Trop tard. Quand je relève la tête, ils sont plusieurs à me regarder. Avec ce mélange d'étonnement et de moquerie qui me serre le ventre. « Tu te prends pour qui ? Et tu crois que t'es dans un clip ou quoi ? Vas-y, refais le truc avec tes pieds là, c'était marrant. » Certains imitent ma manière de bouger, exagérant chaque geste. Ils rient. Un rire qui n'a rien à voir avec celui de ma grand-mère. Je sens mes oreilles brûler. Je retire mes écouteurs trop vite. Le fil s'arrache presque. Je voudrais disparaître dans un trou du bitume. « Mais laisse-le, » dit quelqu'un. « Il a toujours été bizarre. » Le mot tombe comme un caillou dans l'eau. Bizarre. À partir de ce jour-là, ils savent que je danse. Plus seulement sur scène, quand c'est prévu, pas juste pour rigoler à la fête de l'école. Non, je danse quand personne ne regarde, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le soir dans ma chambre, je repense à leur rire. Mon corps a gardé en mémoire la joie du mouvement, mais mon ventre se souvient de la honte. Je me dis que je danserai plus discrètement la prochaine fois, ou plus du tout dehors, que je garderai ça pour le grenier, pour les heures tardives où la maison dort. Mais la deuxième fois, c'est un adulte qui me surprend. Quelques semaines plus tard, la prof de français nous demande de préparer un petit moment de poésie ou de mise en scène pour la fête de Noël de l'école. Je ne réfléchis pas longtemps, je choisis un texte que j'aime bien et j'imagine même une petite chorégraphie dessus. Oh, rien de fou, juste des gestes simples pour accompagner les mots. Je le fais chez moi, dans le grenier, et pour la première fois,
Je me dis que ce serait peut-être beau de le montrer en vrai. Le jour des répétitions arrive. On passe un par un sur la petite scène de la salle polyvalente. Certains récitent des poèmes la tête penchée dans leurs feuilles. D'autres jouent une scène de théâtre avec des rires nerveux. Quand vient mon tour, j'ai les mains moites, mais je monte quand même. Je commence à dire le texte. Au début, je reste immobile. Puis, naturellement, mes mains se mettent à suivre les phrases. Mon corps accompagne les images. Oh, je ne fais pas un show. Je fais juste ce que je fais d'habitude quand personne ne me regarde. Je laisse mon corps dire ce que les mots ne suffisent pas à raconter. Au bout de quelques secondes, j'entends un raclement de gorge dans la salle. Je termine. Silence. La prof se lève. Noé, le texte c'est très bien. Tu le connais, tu articules, c'est clair. Elle marque une pause. Mais tous ces gestes-là, c'est un peu, comment dire, déstabilisant. Tu crois que tu pourrais faire plus simple? Rester un peu plus tranquille? Je suis planté au bord de la Seine, les bras encore chargés de mouvements. Je ne comprends pas tout de suite. Mais c'est comme ça que je le sens, le texte. Oui, mais les gens vont être distraits. Ils vont regarder ce que tu fais avec ton corps au lieu d'écouter les mots, et ce serait dommage. Derrière elle, j'aperçois 2 élèves qui m'imitent, exagérant à nouveau mes gestes, se poussant du coude en ricanant. Je ne sais plus où poser mes mains. Elles me semblent soudain ridicules, trop grandes, trop visibles. Allez, on refait une fois, propose la prof. Mais cette fois-ci, tu le dis normalement. D'accord? Sans tout ce cinéma. Cinéma? Le mot reste accroché dans l'air. Je redis le texte. Je le fais comme elle veut. Mes bras pendant le long du corps, mes épaules serrées. Je m'écoute parler et j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Plus classique, plus sérieux. Je descends de la scène. Les autres passent après moi et la journée continue comme si de rien n'était. Sauf que, pour moi, quelque chose s'est refermé. À partir de là, à partir de ce moment, à partir de ce jour-là, ma danse devient un problème aux yeux des autres. Un truc en trop, qui dérange, qui fait rire, qui gêne, qu'il faudrait ranger quelque part. Je fais semblant de ne pas entendre les imitations dans les couloirs. « Allez, fais-nous un petit spectacle !»« Mets-nous une choré, Noé !» Je souris. Je dis « Non, laissez tomber !» et je fais comme si ça glissait. Sauf que, en dedans, ça ne glisse pas. Ça s'accumule. Alors, je range la danse dans ma bulle, je la remonte au grenier, je la garde pour moi. Je ne le sais pas encore, mais toutes ces contradictions sont en train de poser les premières pierres de ce que je deviendrai plus tard. Un mélange de trop-plein et de pas assez, d'intensité et de décalage. Mais pour l'instant, je suis juste un gamin qui déborde partout et qu'on essaye de faire tenir dans une boîte qui n'est pas faite pour lui. Quelques mois plus tard, j'ai droit à ma première vraie scène. L'école primaire participe au spectacle de Noël, organisé par la commune, au théâtre municipal. On nous entasse par classe dans les coulisses, on nous colle des étoiles en papier sur les pulls, on nous met un faux micro en plastique dans les mains pour faire comme les grands. Je n'ai qu'une phrase à chanter, au milieu d'un chœur où on est une trentaine, donc rien d'extraordinaire. Pourtant, pour moi, c'est la première fois que je sens sous mes pieds le bois de ce plateau, les lumières qui chauffent un peu le visage, ce silence particulier juste avant que la musique ne commence. Je regarde la salle dans la pénombre, les rangées de sièges rouges, les balcons, les guirlandes accrochées autour de la scène. Quelque chose en moi se met à vibrer.
Ici, ce serait possible. Ici, je le sens, je pourrais exister tout entier. Dans le hall, après le spectacle, un photographe de la commune nous aligne par rangées et déclenche son appareil à toute vitesse. 3e rang, 2e en partant de la gauche, un gamin maigre, cheveux en bataille, des yeux trop grands pour son visage, un faux micro en plastique serré trop fort entre ses doigts, le t-shirt rentré de travers dans le pantalon, les lacets défaits. Moi. On ne le sait pas encore, mais cette photo sera accrochée des années plus tard dans le couloir du théâtre. C'est elle que je regarderai en revenant. C'est elle qui me rappellera la première fois où j'ai cru que cette scène pouvait être un endroit à moi. Et je ne me doute pas encore qu'un soir de Noël, sur cette même scène du théâtre municipal, cette boîte va finir par éclater. J'ai 14 ans. Cette fois, Noël ne sent plus la soupe aux poireaux. Il sent la laque pour cheveux, la poussière de rideaux rouges et le plastique des chaises pliantes. Je suis dans les coulisses du théâtre municipal. Celui-là même où je me tiens, des années plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, je porte un t-shirt noir, trop grand, un pantalon qui me tombe un peu sur les hanches et des baskets que j'ai achetées exprès pour danser. Je les ai payées avec l'argent que ma grand-mère glisse dans ma main de temps en temps pour mon bazar d'artiste. Autour de moi, ça court dans tous les sens. Des élèves tirent sur des costumes. Des profs s'énervent sur des micros qui ne fonctionnent pas encore. Quelqu'un cherche désespérément la clé de la loge numéro 3. « Noé, tu es prêt ?» C'est Madame Delaunay, la prof de musique. C'est elle qui a eu la brillante idée d'organiser cette grande soirée de Noël des humanités au théâtre, en partenariat avec la commune. Un spectacle pour mettre en valeur les talents des jeunes, a dit le directeur. Je crois qu'il n'avait pas tout à fait envisagé le genre de talent que j'allais mettre sur scène. Je hoche la tête. Oui, je suis prêt. Mon cœur bat plus vite que de coutume. Dans mon sac, il y a un carnet. Dessus, j'ai griffonné le texte que j'ai écrit pour ce soir. Un texte qui parle de quelqu'un qui se sent de trop, qui ne sait pas où se mettre, qui cherche un endroit à lui dans un monde trop serré. Je l'ai appris par cœur. J'ai passé des heures au grenier à l'accrocher à une corée que j'ai inventée, seul, dans ce rectangle de lumière, sous le toit. Danse et mots mêlés. C'est comme ça que je me sens le plus juste. Quand Madame Delaunay a demandé qui voulait faire un solo, ma main s'est levée toute seule. Plus tard, dans le couloir, j'ai entendu « Tu crois qu'ils vont encore nous faire son cinéma ?»« Grave, avec ces gestes bizarres là ? Oh ben ce sera au moins l'occasion de rigoler. » Je fais semblant de ne pas entendre, comme d'habitude. Je remonte tout ça au grenier, je le range dans ma bulle. Mais ce soir, ma bulle, c'est ici, derrière ce rideau rouge qui sent l'humidité. Tu passeras juste après le groupe de guitare, d'accord ? Me dit Madame Delaunay. Tu te souviens du timing ? On enchaîne, on n'attend pas. Je hoche la tête à nouveau. Je crois qu'elle est sincère avec ses yeux fatigués et sa manière d'encourager ceux qu'on laisse d'habitude au fond de la classe. Mais je sens aussi qu'elle est nerveuse. Elle a besoin que le spectacle se passe bien, que les parents soient contents, que le directeur trouve ça de bon goût. Et je ne suis pas sûr que mon solo rentre dans cette catégorie. Je jette un coup d'œil par la fente du rideau, la salle se remplit. Des manteaux complis sur les genoux, des chuchotements, des papiers de bonbons. Au premier rang, je reconnais mes parents. Ma mère, droite sur son siège, le sac posé, bien aligné à ses pieds. Mon père, qui lit le petit programme en attendant le début. À côté d'eux, ma grand-mère, le manteau encore sur les épaules, les mains serrées l'une contre l'autre, comme si elle se retenait d'applaudir déjà. Je me demande ce qu'ils attendent de ce soir. Un moment sympa, sûrement, un fils qui fait ce qu'il doit faire à son âge,
un petit truc sur scène. Ils n'ont aucune idée de ce qui va sortir de moi dans quelques minutes. Les lumières de la salle se baissent. Une musique d'introduction retentit. Le directeur monte sur scène, micro en main, et prononce le discours habituel sur la jeunesse, l'avenir, la culture dans notre ville. Je n'entends pas tout. Je n'entends plus que le sang qui tape contre mes tempes. Les premiers numéros s'enchaînent. Une reprise de chansons de Noël, un sketch qui fait rire les parents, un duo de guitare. À chaque fois, les applaudissements montent, polis, chaleureux. Et maintenant, nous avons un solo de Noé, annonce Madame Delaunay dans le micro. Elle hésite une demi-seconde sur mon nom, comme si elle aussi prenait la mesure de ce qu'elle est en train d'introduire. Un texte et une chorégraphie de sa création. Le groupe de guitare sort de scène en me bousculant un peu. Je me retrouve seul dans les coulisses. C'est mon moment. Je serre les poings. Je pense au grenier, à ma grand-mère qui m'a offert un plafond pour mes étoiles, à toutes les fois où j'ai dansé pour continuer à respirer après une journée à l'école, à tous ces « tu es trop » qu'on m'a jeté à la figure. Je soulève le rideau d'1 centimètre pour passer. La lumière me frappe en plein visage. Je fais quelques pas vers le centre du plateau. Je ne vois plus les détails des visages, juste une masse sombre, un murmure qui se tait. Je m'avance jusqu'au point que j'ai repéré lors des répétitions, là où le cercle de lumière est le plus net. Je prends une inspiration. Je dis la première phrase. Au début, ma voix tremble un peu, puis elle se cale, comme mes pas se calent sur le sol. Les mots sortent tout seuls, ceux que j'ai répétés 100 fois, ceux qui me brûlaient la langue depuis des années. Une histoire de gamin qui voudrait être partout à la fois, qui ne comprend pas pourquoi il devrait choisir, qui déborde d'envie, de questions, de gestes. Et au fur et à mesure que je parle, mon corps suit. Ce ne sont pas de grands sauts ni des pirouettes. Ce sont des mouvements simples mais précis. Les mains qui dessinent l'étroitesse des cases, les épaules qui se referment, le torse qui se redresse, les pieds qui refusent de rester cloués. À un moment, je ferme les yeux et je sens. Je sens la musique, celle que j'ai choisie, qui commence, douce, en fond. Je laisse mon corps prendre le relais. Pendant quelques secondes, je ne suis plus dans ce théâtre. Je suis partout où j'ai dansé en secret. Dans la cour de récréation, au milieu de ma chambre, dans le grenier. Et puis, quelque chose coince. La musique se coupe, net. Je rouvre les yeux. Désorienté, le silence retombe sur la salle, lourd, maladroit. Je tourne la tête vers le régisseur. Il hausse les épaules, désigne sa console comme si elle venait de le lâcher. « Continue !» chuchote quelqu'un en coulisses. Je veux continuer. Je pourrais continuer sans musique. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Mais la bulle s'est fendue. Dans le public, un rire nerveux fuse. Puis un autre. Je reprends mon texte. La voix me paraît étrangère, tout à coup. Je dis des phrases, mais elles sonnent comme celles de quelqu'un qui imite mal un rôle. Au premier rang, je vois mon père qui tousse pour meubler le malaise. Ma mère qui force un petit sourire crispé. Ma grand-mère, elle, ne me lâche pas du regard. Ses mains sont toujours serrées. J'arrive tant bien que mal à la dernière phrase. Je termine sur un geste que j'avais travaillé, une montée de bras qui ouvrait le corps vers le haut, comme une fenêtre qui s'ouvre. Et sans musique, ça ressemble à un appel au secours resté sans réponse. Quelques applaudissements se lèvent, éparses, polis, pas très sûrs de savoir ce qu'ils viennent de voir. Je salue, je quitte la scène. Derrière le rideau, le bruit revient d'un coup. Des « chouettes, bravo, oh dommage pour la musique !» flottent un peu partout. Madame Delaunay pose une main sur mon épaule. « C'était courageux, Noé, dit-elle. On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi personnel. »
Courageux? Je ne sais pas comment prendre ce mot-là. Le directeur du collège arrive à son tour, souriant, les mains jointes. Intéressant ce que tu as proposé. Très moderne, mais tu sais, pour une fête de Noël, le public aime bien quand c'est un peu plus festif. Il accompagne sa phrase d'un petit geste de la main qui veut dire « Tu comprends, hein ?» Je hoche la tête, parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa tête. Mais à l'intérieur, à l'intérieur, qu'est-ce que ça grince. Plus tard, dans le hall, les parents viennent dire bonsoir. On distribue des « C'était très bien, mon grand », des « Ah, on t'a vu sur scène ». Ma mère se penche vers moi. Dommage pour la musique quand même. Ça aurait été plus agréable. Agréable. Le mot tombe comme un glaçon dans mon verre. Oui, je sais, je réponds. Je ne lui dis pas que la musique, c'était la partie du monde où je pouvais encore respirer. On prend des photos dans le hall, des groupes se forment, des flashs crépitent. On rit un peu trop fort comme pour recouvrir le malaise de cette coupure sonore qui a laissé un trou au milieu de mon cœur. Je fais semblant. Je souris sur les photos. Je réponds « Alors content ?» par des « oui » mécaniques. Mais quelque chose en moi vient de céder. Sur le chemin du retour, en voiture, mes parents parlent du buffet, des autres numéros, du discours du bourgmestre. On mentionne mon solo au milieu, comme on parlerait d'un plat un peu étrange qu'on a goûté sans trop savoir s'il était bon. Et tu as vu les 2 filles qui ont chanté en anglais? Elles étaient super, commente ma mère. Oui, c'est vrai, elles avaient une belle présence, approuve mon père. Pour moi, ce soir-là, il n'y avait pas de présence. Il n'y a qu'un grand vide qui s'est ouvert, juste sous les planches du théâtre. Alors, quand on rentre à la maison, je monte directement au grenier. Je ne prends même pas la peine d'enlever mes chaussures. Je claque la porte derrière moi. Je reste un moment adossé au bois, les yeux fermés. Dans la pénombre, le miroir renvoie mon reflet flou. Je m'en approche. Et je me vois, avec mon t-shirt noir, mes cheveux en bataille, mes yeux brillants, mais pas de joie. Je lance la musique, celle qui s'est coupée en plein milieu. Mais cette fois, elle ne s'arrête pas. Et je me remets à danser. Les mêmes gestes, les mêmes mots que je murmure entre mes dents. Mais ce n'est plus pareil. Je ne danse plus pour montrer. Je danse pour survivre à ce qui vient de se passer. À la fin, je tombe sur le dos, à bout de souffle. Je fixe les poutres du grenier. Une pensée me traverse, rapide, dangereuse. Et si je lâchais tout? Et si je disparaissais? Un peu, beaucoup, définitivement. Pour ne plus avoir à me battre contre tous ces raisonnables, ces reste tranquille, ces coupures en plein milieu. Je n'ai pas de plan, ni de geste précis en tête. J'ai juste une envie massive d'absence, un besoin de silence profond, sans regard, sans commentaire. Je ferme les yeux très fort. Je me dis que si je m'endors maintenant, peut-être que demain tout aura changé, que le monde sera plus large, que personne n'aura coupé ma musique. Une larme glisse le long de ma tempe, puis une autre. Je ne sais pas combien de temps je reste là. C'est la voix de ma grand-mère qui me ramène. « Noé !» Elle frappe doucement à la porte du grenier. Je m'essuie vite les yeux du revers de la main. « Oui ?»« Le dessert est servi, on a gardé ta part, tu viens ?» Je me redresse. Lentement. Dans sa voix, il n'y a pas de curiosité, juste cette évidence tranquille, elle a gardé ma part. « J'arrive !» Avant de sortir, je jette un dernier regard au miroir. Je ne le sais pas encore, mais ce soir-là, quelque chose vient de se sceller. Je descends l'escalier, une marche après l'autre. Je redescends dans la lumière chaude de la salle à manger, dans le bruit des cuillères contre les assiettes, dans les conversations qui ne savent pas ce qui vient de se passer sous les tuiles. Ce soir-là, sur la scène du théâtre municipal, ma boîte a éclaté. Mais personne ne l'a entendu, sauf moi. Et une petite voix, très loin, à l'intérieur, qui a commencé à murmurer « Un jour,
tu partiras d'ici. Et un jour, tu reviendras. Mais ce ne sera plus jamais pour demander la permission d'exister. La petite voix qui murmurait « Un jour tu partiras d'ici » a pris son temps. Elle a mis 4 ans à devenir une décision. Entre mes 14 et mes 18 ans, il ne se passe rien de spectaculaire, vu de l'extérieur en tout cas. Je grandis, je change de taille de jeans, je remplis des carnets, je monte et je descends 1000 fois l'escalier du grenier au moins. À l'école, je deviens le gars bon mais compliqué. Les bulletins racontent toujours la même histoire. Capable de beaucoup, manque de régularité, trop dans son monde, peut mieux faire. Une fois, une éducatrice note même « Noé donne l'impression d'être branché sur une haute fréquence ». Ça me fait presque rire. Si elle savait à quel point. À la maison, on a cessé de parler de danse comme d'un sujet sérieux. C'est rangé plutôt dans la catégorie « passion de jeunesse ». À table, on parle d'orientation, de débouchés, de filières porteuses. Je hoche la tête, je dis oui, je dis je vais y penser. Et en réalité, je pense surtout à la prochaine fois que je pourrai enfiler mes baskets pour aller dans ce studio minuscule que j'ai trouvé en ville, à 2 trains de là, où on donne des cours de hip-hop et de contemporain. J'y vais en cachette au début, avec l'argent que je gagne, en aidant un voisin au magasin le samedi. Dans ce studio, personne ne se moque quand mon corps déborde. On me dit même que c'est intéressant, cette façon différente de bouger. On me parle de présence, de singularité. Un soir, après le cours, le prof me retient à la fin. « Tu as déjà pensé à en faire plus que ça ?» me demande-t-il. « Plus que quoi ? Plus que 2 heures par semaine dans une petite salle perdue. » Il sourit, s'adosse au mur. « Tu as quelque chose, Noé ?» Je hausse les épaules. « Quelque chose de quoi ? » « De rare. » « Tu es, comment dire, beaucoup. » Je fronce les sourcils, prêt à me défendre. Il lève tout de suite les mains. « Hé, c'est pas un reproche, c'est un constat. Tu as une énergie, une façon d'habiter ta musique, l'espace. On ne le voit pas tous les jours. Tu devrais penser à des études là-dedans, une formation, un conservatoire, quelque chose. » Je ris un peu nerveux. « Ah, mes parents vont adorer l'idée. » Il ne rit pas. Il me regarde avec sérieux. « À un moment, Noé, il va falloir décider qui tu veux écouter. Eux, ta peur, ou ce qui te fait briller les yeux et vibrer ton cœur. » La dernière année de secondaire arrive. Avec elle, le fameux dossier d'orientation. On nous fait remplir des questionnaires, on coche des cases, on passe des tests qui essayent de nous ranger dans des colonnes, et à la fin, le conseiller d'orientation me regarde par-dessus ses lunettes. « Alors, Noé, selon les résultats, tu pourrais aller en sciences, en lettres, en arts, en langue. En fait, tu as un profil assez polyvalent. » Il a l'air embêté, comme si c'était une mauvaise nouvelle. « Et toi, tu te vois où ?» me demande-t-il. Allez, la scène se répète. La même question que mon père me pose depuis mes 11 ans, que la maîtresse, que ma grand-mère, que la prof de français, que tout le monde. Sauf que cette fois, j'ai une réponse que je n'arrive plus à avaler. Je me vois sur scène, à danser, à créer des choses, à raconter des histoires avec mon corps, avec des textes, avec de la musique. Il tout saute. Oui, alors, il y a des écoles artistiques, bien sûr, mais bon, c'est très, très compétitif, hein, il faut le savoir. Tu sais, comme moi, que très peu en vivent. Tu as les capacités pour des études plus sûres. Ce serait quand même dommage de ne pas les utiliser, non ? Le mot dommage me traverse comme une petite lame froide. Je sors de son bureau avec une pile de brochures. Sur la première,
ingénieur. Sur la deuxième, sciences économiques. Sur la troisième, kinésithérapie. Sur aucune, ma vie. Le soir, au grenier, j'étale tout ça sur le sol. Je les regarde comme on regarderait des costumes taillés pour quelqu'un d'autre. Je pense à ma grand-mère, à sa phrase, cette fois-là, assise sur mon lit. « Promets-moi de ne jamais laisser quelqu'un t'expliquer que tu es trop. » Je prends une feuille blanche. J'écris en haut ce que je veux vraiment. En dessous, je trace 3 colonnes. Ce que j'aime, ce qui me rend vivant, ce que je supporte mal. Dans la première, j'empile les mots. Danser, écrire, créer, transmettre, composer, explorer, apprendre, bouger. Dans la deuxième, scène, studio, mouvement, partage, émotion, intensité, mélange. Et dans la troisième, routine, case, rapport, réunion, immobilité. Et à la fin, je m'assieds au milieu des feuilles. Je suis fatigué, mais pour la première fois, je vois noir sur blanc ce que mon corps hurle depuis des années. Je crois que c'est ce soir-là que la décision se prend, sans que je la prononce encore. Je vais partir. Bien sûr, pas demain ni en claquant la porte, mais je vais mettre toute mon énergie à trouver un moyen de faire ce qui me tient en vie. Les mois suivants ressemblent à un double jeu. Le jour, je suis l'élève correct qui prépare les examens, rend ses travaux, fait semblant de s'intéresser aux filières porteuses. Le soir, je fouille Internet, je cherche des auditions, des écoles, des formations en danse, en art de la scène. Je découvre des vidéos de gens qui vivent exactement ce que je rêve en secret. Ça me donne envie et peur à la fois. Je n'en parle qu'à une seule personne, ma grand-mère. Un après-midi, je descends chez elle avec une pile de documents. Elle prépare du thé, comme toujours. « Tu as encore agrandi ta bibliothèque ?» plaisante-t-elle en voyant les feuilles. « C'est des écoles. »« Ah, tu vas me faire la lecture. » Je m'assieds à la table de la cuisine. Je lui lis les noms à voix haute. Académie des arts de la scène, conservatoire, école supérieure de danse. « Waouh, ça a l'air de te faire quelque chose, ces mots-là, » remarque-t-elle en me regardant par-dessus sa tasse. Je soupire. J'ai tellement envie d'y aller. Alors, je hausse les épaules. Tout le monde dit que ce n'est pas raisonnable. Elle pose sa tasse. Ses yeux sont très calmes. Et toi, tu trouves que c'est raisonnable de passer ta vie à faire autre chose que ce qui te fait te sentir vraiment vivant ? Je la regarde. J'ai la gorge nouée. J'ai peur. De quoi ? De me planter, de décevoir tout le monde, de ne pas être à la hauteur. Tu sais ce que je crains, moi ? Répond-elle. Et elle marque un silence. Je crains, moi, le jour où tu te réveilleras à 40 ans en te disant « J'ai tout fait bien comme il faut, mais je me suis oublié en route. » Ça, pour moi, ce serait vraiment se planter. Elle se penche vers moi. Tu es beaucoup, Noé. C'est comme ça. Tu peux essayer de t'amputer pour rentrer dans une petite vie qui tient bien droit. Ou tu peux accepter que tu es un peu plus grand que la boîte et chercher un endroit qui va avec. Je ne dis rien. Je sais qu'elle a raison. Je sais aussi que ça ne rendra pas la discussion avec mes parents plus simple. Et cette discussion-là finit par arriver. Un soir de printemps, autour de la table. Je pose les brochures d'école artistique devant eux, les mains légèrement tremblantes. Je veux essayer les auditions. À la rentrée ? Demande mon père. Oui, je peux faire les épreuves en juin et si je suis pris... Je ne termine pas ma phrase. Il la termine à ma place. Ah, si tu es pris, tu pars faire l'artiste. Il appuie sur le mot artiste comme sur une touche qui l'agace.
Ma mère parcourt les feuilles, les yeux rapides. Tu te rends compte de ce que ça implique, Noé? Les horaires, la précarité, la compétition. Et si tu te blesses? Et si tu n'y arrives pas? Et si j'y arrive? Je coupe, plus fort que je ne l'aurais voulu. Un silence épais s'abat sur la table. Je n'ai pas l'habitude de les interrompre. Mon père croise les bras. Et si tu faisais d'abord des études sérieuses, et tu pourras toujours danser à côté. Mais papa, je danse déjà à côté depuis des années. Et ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Je sens la colère monter, mais aussi une sorte de détermination nouvelle. Je ne vous demande pas de comprendre tout de suite. Je vous demande juste de me laisser essayer. La discussion dure encore longtemps. Les arguments tournent en rond, sécurité, contre passion, réalité, contre rêve, statistique, contre intuition. À un moment, ma grand-mère intervient, depuis le bout de la table, d'une voix tranquille. « Hé, il n'est pas en train de dire qu'il veut se jeter du toit, hein ?» dit-elle. « Il veut se lancer dans ce qui le fait tenir debout, et ça, c'est très différent. » Ma mère soupire. Mon père finit par dire « Tu sais quoi, fais ce que tu veux, mais ne viens pas dire qu'on ne t'avait pas prévenu. » Ce n'était pas une bénédiction, ce n'était pas non plus une interdiction. C'était une ouverture bancale, mais c'était assez pour que je m'y glisse. Les auditions sont un tourbillon. Je me retrouve dans des salles remplies de corps incroyables, de regards concentrés, d'énergies différentes. Pour la première fois, je ne suis pas le bizarre. Je suis un parmi d'autres bizarres. On ne me regarde plus comme trop. On me dit que j'ai du matériau. Je ne veux pas faire un montage hollywoodien de tout ça. Non, les auditions, c'est surtout beaucoup de stress, de doutes, de douleurs musculaires, d'attente dans des couloirs qui sentent la transpiration et le café froid. Mais à la fin, un mail arrive. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes admis. Attends, je relis la phrase 15 fois, vérifie 3 fois le prénom, le nom, le numéro de dossier. Je monte au grenier avec mon téléphone à la main. Je m'assieds sur la vieille couverture, là où j'ai appris tous mes premiers pas. Je pense à mon moi de 11 ans, qui dansait pour tenir debout, à celui de 14 ans, qui a failli tout lâcher après une coupure de musique, à tous ces soirs où je me suis demandé si ce monde était vraiment fait pour moi. Et là, je me dis, si je reste ici, je vais étouffer. Si je pars, j'ai peur. Mais j'ai plus peur de rester que de partir. Alors je pars. Un matin de septembre, on charge mes quelques affaires dans la voiture. Mon père conduit, ma mère commente les paysages. Ma grand-mère me tend un sac en tissu au moment du départ. C'est quoi? Un bout du grenier, dit-elle. Dans le sac, il y a un vieux foulard qu'elle avait accroché là-haut, un carnet vierge et une petite étoile en papier qu'on avait découpée pour un Noël passé. Comme ça, où que tu ailles, tu auras toujours un plafond pour tes idées. Je ris, les yeux humides. On roule jusqu'à la grande ville. On décharge mes sacs. On visite ma petite chambre d'étudiant. On achète quelques casseroles, quelques assiettes. Et puis ils repartent. Je reste sur le trottoir à regarder leur voiture s'éloigner. Il y a un pincement dans ma poitrine, mais aussi une sensation étrange de légèreté. Je suis parti. Je me l'étais juré, ce soir-là, allongé dans le grenier après le spectacle de Noël raté. Un jour, je partirai d'ici. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'on n'échappe jamais complètement aux endroits où on a appris à se sentir de trop. On les emporte avec soi, à l'intérieur. Des années passent. Je danse beaucoup. Je travaille. Je tombe. Je me relève. Je monte sur des scènes plus grandes que tout ce que j'avais imaginé enfant. Je commence à réussir, comme on dit. C'est cette partie-là de l'histoire que je garderai pour plus tard, pour un autre épisode, pour un autre soir. Parce que pour l'instant, nous sommes de retour au théâtre municipal. Le soir de Noël,
là où l'histoire a commencé. Je suis debout au centre de la scène vide, dans ce cercle de lumière pâle. Je viens de te raconter comment on en est arrivé là. Le gamin qui déborde, le grenier, la coupure de musique, la fuite. Je regarde les sièges rouges, la photo dans le couloir, les ombres du passé qui s'accrochent encore au cintre. Voilà. Je parle à la salle, à moi, à toi qui m'écoutes. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Celle du gamin qui veut partir. Je laisse un silence. La suite, c'est l'histoire du type qui est parti, qui a eu tout ce qu'il voulait et qui un jour s'est retrouvé ici, un soir de Noël, à se demander s'il voulait encore rester vivant dans ce monde-là. Je prends une inspiration profonde, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Je descends de la scène. La lumière se coupe. Dans le noir, le passé et le présent restent suspendus en attente de ce qui va se jouer maintenant. Merci d'être resté jusqu'ici avec Noé dans ce premier chapitre de son histoire. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que la première moitié du chemin. La semaine prochaine, dans l'épisode 2, nous retrouverons Noé des années plus tard, devenu adulte, devenu artiste, devenu ce que le monde appelle réussi, et pourtant toujours en quête d'un endroit où respirer vraiment. On y parlera de réussite qui isole, de fatigue qu'on cache, d'une rencontre qui va tout changer et de ce courage particulier qu'il faut pour rester vivant quand la lumière extérieure brille plus fort que la lumière intérieure. Si cette histoire résonne en vous, si quelque chose vous touche, je vous invite à revenir écouter la suite. Elle ouvre un autre regard, peut-être encore plus inattendu, peut-être plus intime aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le 2e épisode. Merci et à la semaine prochaine.